Qui n'a jamais souffert du mal de dos une fois dans sa vie? Depuis la pandémie de Covid-19, le côté improvisé du travail à domicile n'a fait qu'empirer les choses. J'ai surtout des douleurs ici, au niveau du cou, et là, en haut du dos. Le télétravail et l'école à distance mettent le corps à rude épreuve, y compris sur le plan locomoteur. Les pathologies du dos sont en nette augmentation. Et leur corollaire, c'est l'état dépressif qui découle du manque d'activité physique. Comment en finir avec le mal de dos, qu'il soit occasionnel ou chronique? Doit-on préférer le sport à la chirurgie? Et comment s'y prendre quand rien n'y fait? Mon but et mon désir le plus cher, c'est de me remettre à faire du jogging. Objectif, renouer avec la qualité de vie et se débarrasser une bonne fois pour toutes des problèmes de dos. La tête en arrière. Très bien. Comme ça. Quand est-ce que tu mets tes pieds comme ça? Le coussin est un plus. Un pour le dos. C'est bien que tu aies un clavier étroit en tout cas. Là, c'est trop bas. 5 cm, le problème est là. L'Allemagne a mal au dos. À Munich, elle fait tout son possible pour aider. Suzanne Weber est kinésithérapeute et conseillère en ergonomie. Elle aménage les postes de travail de manière saine. Le dos est plus particulièrement ciblé. Voyons voir ça. Vas-y, entre. Annika Kincher sollicite les conseils de la spécialiste pour la première fois. La jeune manager de site web travaille de la maison où elle a reconverti sa table de salon en bureau. Je suis en télétravail depuis 1 an, grosso modo. Et j'ai mal dans le cou. Et là, dans le haut du dos. Ça descend dans les épaules. J'aimerais bien que ça change. Depuis le début de la pandémie, 45% des salariés travaillent à domicile, avec des conséquences pour leur santé. 36% d'entre eux se plaignent de tensions et de douleurs. Un poste de travail mal configuré en est souvent la cause. C'est un fauteuil cantilever, une belle chaise très design. Il est parfait pour se détendre après un repas ou autour d'un verre de vin, mais il n'est pas adapté quand on travaille. Pour ce qui est des accoudoirs, je vois chez Annika... Quand je suis comme ça, je n'arrive pas à poser complètement mes coudes. C'est ça, tu n'y arrives pas. Là, ça gêne. L'idéal serait de bien appuyer ses coudes. On ne pouvait pas prévoir que le télétravail s'éterniserait. Beaucoup de personnes ont d'ores et déjà compris qu'il était grand temps pour elles de s'aménager un bureau professionnel, même à la maison. Pour optimiser la position assise, Suzanne utilise 2 coussins ergonomiques, sans oublier la paire de chaussures. Annika est enfin confortablement installée. Ses avant-bras sont sur la table, les pieds sont posés à plat sur le sol. Il reste encore un petit problème à régler, l'écran. C'est très agréable. Il faut un axe de vision agréable. Quand tu regardes en bas, devant toi, l'axe est de 35 degrés. Annika a bien fait d'installer un grand écran. Mais le vrai fléau du télétravail, c'est l'ordinateur portable. Pencher la tête en avant pour regarder vers le bas, c'est lester son cou de 25 kg. J'ai apporté un support. On va voir ce que ça donne avec en le positionnant à la même hauteur que le moniteur. Le plus pénible pour la nuque, c'est quand on tourne ou qu'on penche la tête. On a réglé le problème de rotation de la tête, mais l'inclinaison continue à trop solliciter la nuque. Il faut faire en sorte que le poids qui pèse sur elle soit réduit. Je propose de laisser le portable sur son support et de voir ce que ça donne. Tout le monde s'accorde pour dire que la meilleure solution, c'est de bouger. Rester perpétuellement assis est un véritable poison pour le dos. Il faut aller prendre l'air, et c'est plus facile de la maison que de l'entreprise. Dans mes séances de coaching, j'accorde toujours la priorité à l'exercice physique. Il faut absolument prévoir des pauses pour faire du sport au quotidien. J'ai toute une palette d'exercices à disposition et j'adapte en fonction des gens. Le télétravail, c'est aussi beaucoup de flexibilité et un gain de temps considérable grâce aux heures de trajet économisées. Chacun doit pouvoir en tirer parti.
J'espère pouvoir intégrer ce programme dans la vie quotidienne. C'est essentiel pour moi. Peut-être que j'arriverai à en faire une routine. Le plus important, c'est que les douleurs s'arrêtent et que je puisse travailler de la maison dans les meilleures conditions, tout en préservant ma santé. Que ce soit par son cercle de connaissances, l'université ou les entreprises, l'expertise de Suzanne est plus demandée que jamais. Il n'en a pas toujours été ainsi. En 2019, j'étais dans un salon où j'ai présenté le thème du télétravail sur une sorte de petite estrade. Je me souviens que les gens qui étaient là sont venus me voir à la fin pour me faire remarquer que le télétravail n'était pas pour demain, qu'on était encore loin du compte. Et aujourd'hui, avec la pandémie, on voit bien que le télétravail, le nomadisme digital et le travail à distance ont déferlé comme un tsunami sur l'industrie et balayé tous les principes. Suzanne est déjà en route pour son prochain rendez-vous. Stéphanie Scheibe n'en est plus au stade du simple mal de dos depuis longtemps. La douleur s'est progressivement incrustée dans sa vie. Ses premiers symptômes, une sensation de picotement dans les jambes et la perte d'équilibre. Diagnostic, hernie discale avancée. Sauter de joie à la manière des enfants, ou bien soulever le petit avec papa d'un côté et maman de l'autre, c'est devenu carrément mission impossible. C'est pareil que jouer pendant des heures au puzzle ou au Lego assis par terre. Ce n'est plus comme avant. À 33 ans, la jeune femme vit au rythme de ses douleurs. Pour cette Allemande de la petite ville de Dessau, dans l'est de l'Allemagne, faire les courses relève de la prouesse logistique. Elle ne peut presque plus rien porter. Son mari repart faire le marché pour tous les produits frais. Le petit Lucas n'a pas d'autre choix que d'aider. Je fais le tri entre ce qui doit être mis au frigo comme le lait, les œufs, les yaourts, la charcuterie et tout ce qui peut rester entreposé dans le coffre un certain temps. L'été surtout. Quand mon mari rentrera à la maison dans l'après-midi, je lui dirai de monter le panier de provisions qui est beaucoup trop lourd pour moi. En Allemagne, 80% des adultes ont éprouvé des douleurs lombaires au cours des derniers mois. Quand elles perdurent au-delà de 3 mois, elles sont considérées comme chroniques. 11 millions de personnes étaient déjà concernées par ce fléau avant la pandémie. Pour Stéphanie, il y a 2 sortes d'activités. Celles qu'elle peut encore pratiquer et surtout, toutes les autres. La vie de la petite famille est réglée sur les douleurs lombaires de la jeune femme. Elle a fait le tour des médecins de la ville, mais l'ensemble des traitements prescrits n'y a rien fait. On lui a déconseillé de se faire opérer, au motif qu'une intervention chirurgicale serait trop risquée. Les unes après les autres, toutes les solutions envisagées ont été écartées. J'avoue que ça a été un chemin de croix. Il y a eu des hauts et des bas, mais on a appris à très bien fonctionner en équipe. C'est tout naturel que je sois mis à contribution. C'est moi qui suis chargé de monter le plus lourd. Pour ce qui est du ménage, le plus pénible, comme passer l'aspirateur ou la serpillière, c'est aussi moi qui m'en occupe le plus souvent. Mais ça me va très bien, on fait avec. C'est grâce à un entraînement ciblé que Stéphanie arrive malgré tout à mener une vie normale. J'étais là la semaine dernière et m'y revoilà aujourd'hui. Je remarque à quel point c'est indispensable et je me réjouis d'y aller, car je sais que j'irai mieux après. Elle savait que l'exercice était un excellent moyen pour combattre les douleurs lombaires, mais dans son cas particulier, un entraînement classique en salle n'aurait pas été efficace. Avec un enfant en bas âge et un travail de bureau dans le secteur de l'environnement, la jeune femme a traversé des moments difficiles. On se ratatine lentement et personne ne peut rien pour vous. Alors je suis venue ici de ma propre initiative. J'ai tout misé sur le programme Activital et je n'ai pas été déçue. À chaque inspiration, tu descends encore un peu plus loin. Enrico Schleinitz est responsable du pôle de médecine sportive du centre de santé. Le mal de dos en est le principal motif de fréquentation. Notre colonne vertébrale est ainsi faite qu'elle doit bouger dans toutes les directions. Mais on a tendance à perdre de vue qu'il faut absolument la solliciter, car rien ne nous oblige à l'entraîner dans les gestes de la vie quotidienne. Qu'ils soient en position allongée, penchés sur le guidon du vélo ou au volant de la voiture, scotchés à l'ordinateur, notre corps est tassé à longueur de journée. Si bien que les tensions et les douleurs s'accumulent au niveau de la colonne vertébrale. Les spécialistes pensent que dans plus de 80% des cas, les pathologies du dos proviennent d'un déséquilibre musculaire, une mauvaise utilisation de la musculature. Résultat,
des tensions douloureuses et des muscles dorsaux qui s'atrophient et s'affaiblissent. Contrairement aux exercices d'entraînement classiques, les séances de Stéphanie visent plus spécifiquement le développement des muscles en longueur. On ne peut pas toujours éviter le recours à la chirurgie, mais nos programmes thérapeutiques intensifs de renforcement musculaire et d'étirement de la colonne vertébrale sollicitent les muscles sur toute leur longueur et soulagent les tensions ressenties. Nos connaissances scientifiques montrent d'ailleurs que notre approche est la bonne pour retrouver l'équilibre musculaire. Stéphanie répète inlassablement les mêmes mouvements jusqu'à 4 fois par semaine depuis 1 an et demi. Elle rétablit ainsi un certain équilibre musculaire et prévient l'apparition de nouvelles lésions. On ne peut pas dire que ce soit une partie de plaisir. C'est comme le brossage des dents, c'est contraignant, mais il faut bien s'y plier au quotidien pour éviter d'avoir mal plus tard, ou avoir moins mal du moins. C'est super que tu aies compris ça. Et d'ailleurs, les progrès que tu fais chaque jour prouvent bien que tu es sur la bonne voie. Ces programmes spécifiques de renforcement musculaire ont le vent en poupe. Ils sont porteurs d'espoir. Cordula Netzer est témoin des souffrances que ses patients endurent jour après jour à cause de leur dos. Dans son temps libre, elle applique à la lettre le conseil qu'elle leur prodigue. Faire du sport, encore du sport et toujours du sport. Pour elle, il va de soi que tout commence par une bonne hygiène de vie. J'aime courir, faire du VTT. L'hiver, je fais du ski de piste et de fond. J'aime nager aussi. En fait, c'est la panoplie classique des sports d'endurance qui se pratiquent en plein air. Je trouve que c'est important d'être dans la nature. Faire du sport dans la nature, c'est pour moi la combinaison idéale, la source de mon équilibre. Aussi pour mon dos. Sur tout le corps, le sujet est équipé de marqueurs réfléchissants détectés par les caméras disposées dans la pièce. C'est ainsi que Cordula Netzer, neurochirurgienne du Rachis à l'hôpital universitaire de Bâle, peut mesurer et analyser les mouvements de son patient avec une précision millimétrique. Ici, à gauche, on voit une bande assez large de mouvements. L'analyse des mesures permet de localiser l'origine de la douleur qui empoisonne l'existence de Peter Erni depuis un certain temps. Il ne marche plus normalement. 2 de ses vertèbres lombaires compriment les nerfs qui descendent vers les membres inférieurs. Elles sont responsables de ces douleurs et provoquent des épisodes de paralysie intermittent. Mon but et mon désir le plus cher, c'est de me remettre à faire du jogging. Tout le monde aspire à traverser la vie sans trop souffrir et sans se gaver de médicaments. Je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai enduré ces 2-3 dernières années. J'ai décidé que c'était hors de question. Je vais passer sous le bistouri car je veux encore un peu profiter de la vie. À l'hôpital universitaire de Bâle, l'intervention chirurgicale n'est plus systématique depuis longtemps. Les opérations du dos sont en recul car on s'est rendu compte qu'on avait trop facilement recours au scalpel. L'équipe interdisciplinaire en place veille à ce que les décisions d'opérer ne soient vraiment prises qu'en dernière instance. Ce que je dis à tous mes patients, c'est que l'opération n'est que l'ultime recours quand tous les traitements ont échoué. On parle aujourd'hui de chirurgie élective, un concept qui regroupe les opérations envisageables, celles que l'on peut faire sans y être pour autant obligé, comme c'est le cas de M. Erni. Son intervention n'est pas une question de vie ou de mort, c'est simplement sa qualité de vie qui est limitée. De notre point de vue, sa maladie peut être traitée. Son diagnostic ? Un glissement d'une vertèbre lombaire entraînant la dégénérescence d'un disque intervertébral. Cordula Netzer va remplacer le disque défectueux par un implant. Moyennant 4 vis et 2 tiges, les vertèbres touchées pourront être stabilisées. La pathologie du patient provient d'une malformation congénitale qui devient de plus en plus pesante avec l'usure des années. De la kinésithérapie aux infiltrations en passant par les analgésiques, Peter Erni, 56 ans, a tout essayé. La chirurgie est son ultime espoir. J'espère en finir avec la douleur et plus que tout faire du sport sans avoir mal. S'il n'y a pas de complications, j'aurai retrouvé une certaine qualité de vie. Entre 2007 et 2019, le nombre d'opérations du dos a fait un bond en avant de plus de 76% en Allemagne. Une étude menée sur le long terme a montré que dans plus de 90% des cas, elles auraient pu être évitées.
C'est bien, on est dans les temps. Opérer est plus lucratif que traiter. Mais l'hôpital bâlois n'en privilégie pas moins la seconde option. Ici, on tient compte du fait que le stress, la peur et l'insatisfaction sont autant de facteurs qui favorisent le mal de dos et que dans cette configuration, le recours au scalpel est obsolète. Mais si chirurgie il y a, alors on emploie les grands moyens et les techniques de pointe. Un robot effectue un examen radiologique qui capte des images détaillées en 3 dimensions. Sur l'écran, Cordula Netzer contrôle la position des instruments en temps réel, ce qui lui permettra de placer avec une grande précision les 4 vis. Grâce aux lunettes 3D, la chirurgienne et son équipe distinguent les moindres capillaires sanguins. Le disque intervertébral détérioré est ainsi retiré sans encombre. L'implant rachidien qui va être substitué au disque défectueux constitue une petite révolution. C'est un minuscule morceau de titane qui ne prendra sa taille définitive qu'une fois déposé entre les 2 vertèbres concernées. Voici donc l'implant que nous nous apprêtons à placer entre les 2 vertèbres. Le disque détérioré a déjà été écarté. Le nerf est à nu. Là, nous avons un implant expansible. Le tout est rempli de matière osseuse, l'idée étant de provoquer une fusion osseuse qui, sur le long terme, va consolider le dispositif. Dans sa discipline, Cordula Netzer jouit d'une renommée internationale. Elle n'en est pas moins la dernière à encourager une opération quand elle n'a pas lieu d'être. Si elle s'est résolue à intervenir pour Peter Erni, c'est qu'aucune thérapie n'aurait pu soulager ses douleurs. Il y a des patients qui fondent de faux espoirs sur l'opération. C'est à cela que j'ai le plus de mal à faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à commencer par faire de la kiné et un bon entraînement physique avant de refaire un bilan de leur état général. Ils préfèrent de loin que je leur propose d'emblée une opération en leur faisant miroiter une éventuelle amélioration de leurs problèmes de dos. En bref, ils sont beaucoup plus motivés pour passer sur la table d'opération que pour faire du sport régulièrement. Dans 3 mois, on saura si la chirurgie était le bon choix pour Peter Erni. Depuis la pandémie, les Liebold prennent leur petit déjeuner en famille, y compris en semaine. Le Bavarois Jens Liebold, 52 ans, est administrateur du site internet de l'ADAC, le club allemand de l'assistance routière. Il est en télétravail depuis maintenant 1 an. Mais aujourd'hui, à titre exceptionnel, il a un rendez-vous en présentiel. C'est vrai que le fait d'être tout le temps à 4 sous le même toit peut générer parfois quelques tensions. D'un autre côté, j'ai la chance d'avoir un coin vraiment à moi dans la mansarde. Là, je ferme la porte qui marque la frontière entre le travail en haut et tout le reste en bas. Lire. Lire, jouer avec les enfants. Allez, travaille bien. Ciao. Anton est en CM1. Son école a recommencé à accueillir les élèves. Servus, ciao. Suzanne Weber a été mandatée par l'employeur de Jens. Sa mission du jour est d'optimiser son poste de travail. Et voilà mon royaume. Das Reich. Très bien. Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir? Voilà. On va donc configurer votre bureau selon les principes ergonomiques. Si vous me permettez, dans le fauteuil que vous utilisez, on a tendance à s'installer très confortablement. Mon impression est que M. Liebold s'est aménagé un petit coin très agréable. Il semble se sentir très à l'aise dans son fauteuil. D'un point de vue ergonomique, le siège est réduit à sa plus simple expression. Il n'y a pas 36 positions possibles. Mais il faut être prêt à trouver un compromis. Si cette solution lui convient pour l'instant et qu'il se sent bien, il doit continuer à utiliser le même fauteuil. Descendre un peu le fauteuil permet de poser les pieds à plat. De petits ajustements peuvent avoir de grands effets. Suzanne Weber s'adapte aux moyens du bord. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Mais il y a un aspect simple à améliorer, dégager plus de place pour les jambes. Jetons un coup d'œil sous le bureau. Il y a une chose très simple à faire, c'est débarrasser ce coin-là. Pour vous, ça signifie qu'il va falloir faire un peu de rangement.
Suzanne Feichtinger est responsable du pôle santé de l'agence. Elle réserve des ateliers, des séances de conseil et des conférences auprès de la formatrice en ergonomie. Ce n'est pas un hasard si de plus en plus d'entreprises investissent dans la bonne santé du dos de leur personnel. Les maux de dos sont particulièrement sujets à la chronicisation. Ça se traduit par des arrêts de travail à répétition et pour l'employeur, par une perte substantielle de savoir-faire et de capacité. Le mal de dos est la deuxième cause des arrêts maladie chez les salariés. Il a entraîné 50 millions de jours d'absence en 2019. Pour l'économie, la facture se monte à 10 milliards d'euros. L'ajustement adéquat de chaque poste de bureau peut prévenir les lombalgies et faire économiser de l'argent. De plus en plus d'entreprises travaillent d'arrache-pied sur les stratégies à adopter pour l'après-pandémie. Pour l'heure, c'est encore un peu l'enfance de l'art, on improvise. La commode fera l'affaire pour travailler debout. La plupart du temps, Suzanne Weber ne sait pas si les méthodes qu'elle prône sont effectivement suivies. À l'issue de la rencontre, elle procède à un petit test pour voir si tout est bien assimilé. C'est avec des sentiments partagés que Myriam Wissner s'est rendue à l'hôpital. Elle n'a que 13 ans et à partir d'aujourd'hui, elle va porter un corset. Elle souffre d'une scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui lui inflige de fortes douleurs et réduit l'amplitude de ses mouvements. J'ai fait ce choix parce que je n'ai pas envie de passer toute ma vie avec un dos de travers, qui me fera encore souffrir par la suite. Je voulais absolument éviter ça. Le professeur Patrick Strube dirige le service de la colonne vertébrale. Dorénavant, Myriam va devoir porter son corset pratiquement jour et nuit, jusqu'à la fin de sa croissance. On peut guider la croissance de l'épine dorsale pour qu'elle reste bien droite et ne devienne pas au cours des années le siège d'une pathologie qui va handicaper le patient tout au long de sa vie. C'est précisément pour ça que j'ai choisi de me spécialiser en orthopédie. Je veux aider des patients très jeunes à éviter des problèmes à cause de leur dos à l'âge adulte. Au centre hospitalier universitaire d'Eisenberg, en Thuringe, le professeur Strube traite de plus en plus souvent de jeunes patients confrontés, malgré leur jeune âge, à des problèmes de dos. C'est le cas de Jana Eichler. Elle se rend à l'hôpital avec sa mère, Ulrike Edrich. L'adolescente de 12 ans ressent des douleurs dans le dos. Les cervicales et la nuque sont particulièrement touchées, en cause son immobilisme. Bien sûr, je me fais du souci. J'ai peur qu'elle devienne une patiente à vie par manque d'activité physique. J'ai peur qu'une pathologie complètement bénigne au départ se transforme en maladie chronique. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 80% des jeunes ne bougent pas assez. Le mode de vie sédentaire pendant la pandémie n'a fait qu'empirer les choses. La Covid-19 a aussi eu un impact sur l'appareil locomoteur. Les pathologies du dos sont en nette augmentation, avec leur corollaire, l'état dépressif qui découle du manque d'activité physique. Ce n'est pas du tout négligeable. Je suis allée à l'école pendant une semaine récemment. Mais sinon, mes journées, c'est me lever tôt et l'école à distance. Quand j'ai fini les cours, en général, je suis sur mon téléphone portable. Ça fait passer le temps. On va regarder ça. Là, déjà, on voit très clairement qu'il y a une hypersyphose, c'est-à-dire une courbure de la colonne vertébrale vers l'avant. Jana passe des heures affalée sur le canapé et le regard rivé sur son écran. Une situation que les parents ne connaissent que trop. Elle ne fait plus le chemin pour aller à l'école et en plus, on ne rencontre plus personne. On se retrouve avec 3 enfants à la maison. Il faut les distraire et veiller à ce qu'ils gardent le moral. C'est loin d'être évident et on a toujours l'impression de ne pas en faire assez. Motiver des adolescents est une gageure. En grandissant, les enfants sont plus influencés par leur cercle d'amis que par leurs parents. Un groupe, une association pourrait leur servir d'exemple et leur montrer que le sport est un plaisir.
La première chose, c'est d'en prendre conscience. Les parents doivent réagir et motiver les enfants, éventuellement faire du sport avec eux. Adopter pour leur propre compte les bonnes habitudes, à savoir pratiquer plus de sport, faire un usage raisonné des appareils électroniques et sortir leurs enfants de leur torpeur en les incitant à aller en extérieur. La clinique lance constamment de nouvelles idées, même si elles ne sont pas couvertes par la caisse de santé. Allez, on y retourne. Ton bassin bien droit. Il y a d'autres moyens que le corset pour corriger une scoliose. Kerstin Morgenstern a une solution qui remporte un franc succès auprès de ses jeunes patients. L'hypothérapie. C'est assez fatigant, mais ça fait plaisir d'être en contact avec le cheval. Traiter ses problèmes de dos dans une écurie. L'hypothérapie a déjà fait ses preuves dans le traitement des affections neurologiques ou psychologiques. Kerstin Morgenstern y a recours pour soigner les lombalgies. Cette scoliose a un côté étroit et un côté large. Grâce à ces exercices, je voudrais élargir le côté étroit et renforcer le côté faible. Si elle n'est pas diagnostiquée à temps, une scoliose conduit à des maux de dos chroniques. L'hypothérapie n'est pas couverte par la caisse d'assurance maladie. Il faut compter 60 € pour une séance de 30 minutes. Pour commencer, ce cheval diffuse de la chaleur à travers le corps. Son pas est à 4 temps, comme le nôtre. Et l'amplitude de ses mouvements est aussi la même que la nôtre quand nous marchons, mais juste en 60 fois plus puissant. C'est tout bénéfice pour nous. Aucun thérapeute n'est en mesure de faire bouger le corps aussi bien que le cheval, et aussi longtemps qu'on le souhaite. Un séjour de 4 jours en clinique ne fera jamais de miracle, et en plus, la prévention n'exclut pas le plaisir. Maintenant, tu allonges le bras et tu tournes ton buste dans cette direction. Regarde en direction de tes doigts. C'est l'heure de vérité pour Cordula Netzer. L'opération a-t-elle tenu ses promesses? Son patient est-il vraiment libéré? Peut-il marcher normalement désormais? Si je pars d'une échelle de douleur qui va de 1 à 10, c'est 0. Je ne ressens absolument aucune douleur. Ça fait un bien fou. Rien de commun avec la première fois. Il a maintenant un implant à la place d'un des disques intervertébraux. Moins de 3 mois après l'intervention, Peter s'est remis au jogging, mais sans forcer. Les médecins comparent la situation avant et après l'opération. La différence est flagrante. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence avec ce qui est normal à ce niveau. Là, on voit bien le déroulé du pied. On peut noter qu'avant l'opération, vous ne preniez pas toujours appui sur le talon de votre pied gauche. C'était très aléatoire. Depuis l'opération, l'appui est bien réparti sur les 2 talons. Ça donne un modèle beaucoup plus régulier sur le diagramme. Au centre hospitalier universitaire de Bâle, Cordula Netzer opère jusqu'à 150 patients par an, à condition que l'intervention soit fondée sur le plan médical ou qu'elle représente le tout dernier espoir, comme pour Peter Erni. Vivre constamment avec la douleur à 56 ans, qui l'accepterait? Dans le cas particulier de M. Erni, je crois que c'était le bon moment. Il a attendu très longtemps et il a tout essayé avant de s'y résoudre. C'est vraiment une décision à prendre au cas par cas. Et je dirais que toute la difficulté est là dans le domaine de la chirurgie du rachis. Il faut trouver la bonne fenêtre de tir pour intervenir. Peter a retrouvé la joie de vivre, ne serait-ce que dans les gestes du quotidien. Passer l'aspirateur, la serpillière, les petites corvées ménagères habituelles. Ça me permet de soulager un peu ma femme qui a autre chose à faire que le ménage quand elle rentre du travail le soir. C'est elle qui faisait tout à la maison avant. Je fais de mon mieux pour lui rendre l'appareil. Madame Netzer m'assure que les radios sont au top. J'ai retrouvé l'amplitude des mouvements que j'avais avant. Elle m'a rendu le sourire en me disant que si tout allait bien, je pourrais recommencer à faire du ski. Je suis très positif pour la suite. Je crois que tout va très bien évoluer. Qu'en est-il du côté des coussins ergonomiques et des supports d'ordinateur? Annika et Suzanne se voient pour la 2e fois.
l'experte a recommandé à Annika de porter des chaussures, toujours pour optimiser la position du dos pendant les heures passées devant l'ordinateur. Au bout d'une petite semaine, il y a déjà des résultats. Un écran positionné à la hauteur des yeux soulage la nuque. Même les plus petits détails font la différence. Tu as remarqué que tout était placé du même côté. La souris est à droite, le verre est à droite, le portable est à droite, le stylo aussi. Normalement, le portable est à gauche. Ah d'accord. Je vais super bien depuis qu'on fait tous ces petits changements. Je n'ai pratiquement plus ressenti de douleur dans le cou. C'était mon principal souci. Je suis entièrement satisfaite. Au bout d'1 an de télétravail, j'ai l'impression d'avoir un vrai bureau pour la première fois. Les résultats se font parfois attendre. Ce n'est pas évident de changer la donne. Il faut faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et avoir confiance. Il faut oser, se dire qu'on va essayer quelque chose de nouveau, l'intégrer dans ses habitudes et qu'on verra bien après. En fait, la personne a toutes les cartes en main. À chacun de juger ce qui lui fait du bien ou pas et de voir comment il envisage la suite. Il y a 1001 méthodes pour s'attaquer au mal de dos. Simplement, il ne faut pas se laisser aller à la facilité. Il est important de prendre soin de son dos sans attendre d'éprouver des douleurs. On n'est pas bien ici avec ce petit rayon de soleil? Oh oui, c'est juste génial.